Deuxième personnage, Eirine. Eirine, Indiana Ghost. Certains l'appellent Eirine, d'autres l'appellent Indiana. Ce sera à vous de voir qui l'appeler d'une manière ou d'une autre. On va regarder un petit peu l'archétype d'Eirine. Donc, Eirine est une archéo-hackeuse, elle maîtrise la navigation dans le monde, un réseau d'informations plusieurs fois millénaire, omniprésent et existant dans une multitude de dimensions. L'onde, on en a déjà parlé dans différentes vidéos. On va essayer de repréciser un petit peu dans le cadre d'Eirine. L'onde est un espace qui a, semble-t-il, un sens vers le haut, vers le bas, avec des profondeurs et des niveaux. Et elle entoure la réalité. On a une onde qui est dite de surface, qui est en contact avec la réalité et qui en fait transmet l'ensemble des informations classiques de communication, d'information, même si les informations sont cryptées et qu'il nécessitent des équipements, il est possible d'y accéder. On a, quand on descend, une notion donc de profondeur. On a l'onde profonde qui a différents niveaux de profondeur et qui est extrêmement compliqué à accéder, où il est nécessaire d'avoir des équipements très poussés pour pouvoir se plonger dans cette onde profonde. Et arrivé à un moment donné, en fait, on a cette notion d'ivresse qui apparaît, et à partir d'un certain seuil, on passe dans l'onde abyssale qui est un total mystère pour la plupart du monde, pour Eirine. Il n'y a que quelques nobles qui ont une certaine vision, ce qui existe véritablement dans l'onde profonde. Alors, elle utilise ses compétences de manipulation de l'onde et ses réseaux d'information quantique afin de vendre ses services à tout type de clients. Les impériums, les organisations mafieuses secrètes, les nobles. Son talent est reconnu par tous, même si personne ne sait qui elle est. Alors, elle a, via sa capacité d'archéo-hackeuse, la possibilité en fait de se projeter dans l'onde. De plus, en tant que hacker, elle a le rôle hacker, ce qui lui donne le droit en fait à une sphère quantique. Les deux associés vont lui permettre d'avoir une très grande maîtrise de l'onde et d'avoir la possibilité, en fait, elle a la possibilité de visualiser l'onde et de pouvoir, en fait, de façon naturelle, projeter son regard, ses oreilles et programmer véritablement l'onde. Elle va mettre en place des algorithmes qui vont lui permettre de récupérer tout type d'informations. Et évidemment, la nature même de l'onde fait qu'elle est en contact avec tout ce qui est à base de technologie, donc le plasma, les équipements, les devices, et évidemment, c'est le moyen de transport de l'ensemble des flux d'informations. Évidemment, elle fait ça de façon très naturelle, et de plus, elle peut plonger dans l'onde profonde et descendre très bas. Et plus une donnée est sensible, importante, plus elle va être déployée, protégée profondément dans l'onde, et évidemment, en tant qu'archéo-hackeuse, elle a accès à toutes ces informations-là. Toujours discrète, elle a programmé des milliers de crawlers afin de traquer et détruire toutes ces informations la concernant, et cela au niveau plus profond de l'onde. Donc ces fameux crawlers, en fait, ce sont des algorithmes, ce ne sont pas vraiment des intelligences artificielles. C'est un certain nombre de petits programmes qui peuvent effectuer des tâches extrêmement simples, voire de temps en temps des tâches un petit peu plus complexes. Donc elle les utilise pour récupérer des informations qui vont l'intéresser, qui vont déclencher, on va dire, des alarmes, et elle a la possibilité aussi de les utiliser pour effectuer un nettoyage des différentes informations, des datas qui ont été capturées via des systèmes de surveillance, de sécurité. Et évidemment, elle fait ça aussi pour l'entente à laquelle elle appartient. On va regarder un petit peu les relations. Comme tout membre de l'entente, elle tend à être proche d'un noble ou proche du calife dans le cas présent. Donc, travailler pour un noble est une opportunité qu'elle ne refusera pas.
Pour Aeryn, c'est le moyen d'en savoir plus sur l'onde et sa propre sphère quantique. À son contact, elle aura l'occasion d'analyser son aura, donc l'aura du noble, l'aura du calife. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en tant que archéo-hackeuse, elle a aussi le rôle de hacker. On reviendra sur ce rôle plus tard, c'est dans la future mécanique. Elle a une sphère quantique qui est pleine. Cette sphère quantique pleine, elle n'en a pas le total contrôle, c'est-à-dire qu'en fait, les liens qui relient, on va dire, le centre de la sphère quantique, celui qui est fusionné avec le plasma vers la sphère quantique elle-même, ces liens-là, en fait, sont très faibles, sont peu nombreux, voire peu solides. Mais il y a tout de même des liens. C'est ce qui lui permet justement de plonger dans l'onde, de voir l'onde et d'être en contact, même à distance, via sa sphère quantique avec des objets technologiques. Et en fait, ces liens, cette multitude de fils est beaucoup plus dense, beaucoup plus solide, beaucoup plus affermie chez les nobles. Donc, comprendre cette mécanique, comprendre la manière dont elle fonctionne, avoir beaucoup plus de contexte. Elle ne peut avoir ça que dans les archives de Mu, chose qu'elle ne pourra jamais atteindre. Et évidemment, pour elle, elle sait que les nobles ont une sphère quantique. Donc, c'est aussi un moyen de les obtenir. D'accord ? Donc, une partie de ces informations-là, évidemment, sont réservées aux meneurs. Donc, voilà. Au niveau des relations, elle entretient une relation un peu particulière avec une organisation. C'est une organisation secrète et mystique. Aeryn communique et échange souvent avec ce groupe. Le Chaos Network considère Aeryn comme un de ses membres les plus importants. Cependant, le Chaos Network reste un contact fiable, mais elle ne se considère pas comme étant membre de cette organisation. Donc, ce n'est pas nécessairement réciproque. La vision que le Chaos Network a d'Aeryn n'est pas la même que celui qu'Aeryn a du Chaos Network. C'est une organisation qui est transverse, c'est-à-dire qu'en fait, elle travaille et elle fonctionne avec tous les impériums. Les impériums ainsi que les entreprises font appel à elle pour avoir une espèce d'expertise transverse sur l'onde. Le Chaos Network a un grand nombre d'algorithmes, voire même d'IA qui sont dans l'onde et qui vont en fait récupérer, glaner, stocker un grand nombre d'informations. L'ensemble de ces informations est trop importante pour qu'elles soient analysées en temps réel, mais elles sont stockées. Et donc Aeryn pourra y avoir accès beaucoup plus facilement, directement via l'onde. Évidemment, le Chaos Network n'a pas les moyens de récupérer les flux, les informations qui transitent via l'onde et qui ont été générées par de la prototech. Par contre, on les sent, on les voit, on les surveille. Donc, le Chaos Network peut récupérer des informations concernant l'émission et les trajectoires des différentes informations qui proviennent d'un objet prototech vers un autre objet prototech ou d'un objet prototech vers un noble. Bref, ça c'est le genre d'information que le Chaos Network peut fournir, qu'il a pu stocker. Pour finir, elle a une organisation, donc c'est une organisation criminelle qui appartient à l'Alpha. Cette organisation criminelle, en fait, c'est à vous de tisser les relations que Aeryn peut avoir. C'est des relations qui sont extrêmement fiables. L'encadré relations, ce sont des relations qui sont très fiables qui sont liées entre Aeryn et les relations qui sont décrites. C'est sur la partie explicative intégrant les spécialités. Donc ça concerne l'archétype. Dans l'archétype, vous allez avoir des spécialités et des familiarités. Les spécialités, en fait, c'est des domaines d'expertise qui vont vous permettre de recevoir un bonus de -1 à 1 des dés. Donc là, on va se focaliser sur deux terminologies qui sont peut-être un petit peu étonnantes, un peu particulières. Il y a sémanticien et archéo. Donc, sémanticien, en fait, c'est la capacité à lire un espèce de langage spécifique à la prototech, constituant de la prototech, qui est une espèce de sanskrit, graphiquement parlant,
si vous souhaitez avoir en fait une visualisation. Je me suis inspiré en fait du sanskrit et un peu de cyrillique pour constituer graphiquement ce langage-là. Donc cet agencement de verbes, de mots, de formes multidimensionnelles, en profondeur, en longueur, en largeur, en hauteur, et dans une multitude d'autres dimensions, en fait, il est possible en fait de programmer, de développer un langage qui, quand il est prononcé, quand il est lu, quand il est vu, quand il est écrit, va déclencher la protothèque. C'est la source même, l'origine même de la protothèque. Donc, pour en revenir à la science quantique et sémanticienne, IQS, c'est une science pure et une science applicative qui est liée à l'onde. Elle permet à la volée de comprendre la langue primordiale de la communication avec les sous-particules et d'agir avec les intelligences artificielles et les sous-programmes qui sont dans l'onde. Donc, technologiquement, dès qu'on a affaire à de la prototech, voire même un peu à de la néotech extrêmement avancée, on a en fait cette visualisation-là, cette espèce de projection qui, dans l'onde, peut se concrétiser, se visualiser comme un ensemble de mots qui vont former, en fait, entre guillemets, l'âme de l'objet dans l'onde. Un peu comme dans Matrix, au moment où certaines personnes pouvaient lire la matrice directement sur l'écran avec cette espèce d'enchaînement de mots. Voilà, on a cette relation-là, une relation très magique, très mystique, et qui est basée sur le mot, sur les mots et le vocabulaire protothèque. En tant qu'archéo-hacker, ce domaine est étendu et permet un grand nombre de contrôles de tout ce qui est lié à l'onde. En fait, tout ce qui va être lié à l'onde va être retranscrit dans l'onde via cette espèce de langage. Donc chaque archéo-hacker, chaque hacker va voir l'onde d'une manière différente. Certains vont la voir de manière aquatique, d'autres vont la voir d'une manière lumineuse, certains vont la voir en fait en un ensemble de formulations plus ou moins mathématiques, et certains en fait vont la voir avec cette espèce de vocabulaire et cette volumétrie liée en fait à ces phrasés. Voilà. Et donc toute technologie, donc le plasma étant une technologie, va générer une rémanence dans l'onde. Plus la technologie est puissante au niveau de la néotech, et plus évidemment elle va être extrêmement visible, avoir de la rémanence. Potentiellement, il peut y avoir des systèmes de clocking device qui font que cette rémanence va être extrêmement réduite, voire invisible. Et il en va de même pour de la prototech. La prototech va être extrêmement rémanente, elle va peut-être se déclencher plus profondément dans l'onde, et évidemment, elle peut être aussi tout à fait totalement invisible. Autre spécialité, l'ANS, archéo-nanosciences, c'est la capacité de comprendre et d'analyser les nanoparticules qui sont reprogrammées et qui sont une des composantes de la prototech. Toute prototech est basée en fait à partir de nanoparticules qui sont programmées via cette espèce de langage dont on a parlé précédemment, et qui vont s'agglomérer pour fonctionner. Chaque nanoparticule va avoir son propre sous-programme, son propre algorithme, et l'ensemble va former un objet. Et cet objet va avoir son utilité ou ses utilités. Et le terme archéo, qu'on voit ici, qu'on verra de temps en temps, que le meneur pourra souvent utiliser, ça fait référence en fait à tout ce qui vient d'avant le crash quantique. Donc c'est lié à la technologie, mais ça peut être lié aux coutumes, ça peut être lié aux habits, ça peut être lié à la nourriture, ça peut être lié à des découvertes. C'est tout ce qui vient avant le crash quantique. Voilà, on peut utiliser archéodanse, archéomaquillage, archéotechnologie, archéosciences. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Les personnalités. Donc les personnalités d'Aérine sont son associabilité, sa créativité, son adaptabilité, sa sensibilité, son calme et son noclophobie.
Donc, Aeryn est un individu asocial qui n'interagit que via les réseaux. Elle essaye au minimum d'être en contact physique ou proche des individus, sauf évidemment si elle a une certaine confiance. Et c'est pour ça que via l'entente, elle peut être en confiance dans une certaine situation et donc se retrouver en fait physiquement présente lors d'une scène. Évidemment, c'est à vous de jouer ça, de l'interpréter. Et en tant que meneur, vous avez la possibilité en fait d'amoindrir ce fait, évidemment. Aeryn est créative et adaptable. On va réunir ces deux points-là. Elle est créative parce qu'en fait, au sein de l'onde, elle a obligatoirement la nécessité de construire l'onde, de la fabriquer, de façonner des choses et de réagir à l'opposition que peuvent générer certains équipements, certains devices. Donc il faut qu'elle ait un niveau de créativité, d'adaptabilité qui est extrêmement fort. De plus, elle est entre deux mondes, elle est entre le réel et l'onde. Ces deux mondes, en fait, elle les perçoit quasiment simultanément et elle doit s'adapter à des moments où, en fait, elle va être en train de se déplacer dans le réel et de se déplacer dans l'onde et pas nécessairement dans les mêmes directions. Donc, c'est véritablement ça qui la rend créative et qui la rend adaptable. Aeryn est sensible, donc cette sensibilité, c'est une sensibilité en fait à la technologie, à l'intelligence technologique, à l'empathie technologique en fait. Et donc je marque envers les humains et les IA parce qu'en fait les humains sont composés de plasma, le plasma est un composé de particules prototech dont personne ne connaît l'origine et le fonctionnement, ce qui fait qu'elle est sensible aux humains. Ça ne veut pas dire qu'elle a envie d'aller vers les gens, mais elle est sensible au niveau du plasma et envers les IA. Donc elle les ressent. Donc quand vous rentrez dans une scène, quand vous décrivez quelque chose, n'hésitez pas à décrire aussi potentiellement ce qu'il y a dans l'onde. Peut-être que ça peut être intéressant, peut-être que ça peut rajouter quelque chose, et dans le cas du personnage d'Aeryn, ça lui donne une vision qui est différente de la vision des autres personnages. Et ça rejoint le fait qu'elle a ce qu'on appelle un rôle de hacker. Le rôle, la notion de rôle, on essaiera de l'expliquer. Mais il sera développé complètement dans le livre de base. Les deux d'après sont un petit peu antinomiques. Elle est calme, elle ne perd jamais son sang-froid, elle calcule les choses, elle sait comment les choses vont fonctionner. Par contre, quand elle est entourée d'une très grande foule, ça se densifie, il y a des mouvements très importants, elle peut se renfermer, se bloquer et commencer à paniquer. Évidemment, elle peut être soutenue par l'entente, elle peut être soutenue par Abdallah, par Kalista, par Jorun, qui vont lui permettre de sortir de ce genre de situation. Évidemment, c'est aux joueurs et aux meneurs, à la joueuse et à la meneuse, de choisir comment ils veulent interpréter ça et s'ils veulent embarquer ou non cette information-là, cette notion-là avec eux et de son roleplay. Information générale concernant Kalista. Elle est différente. Son niveau d'abstraction de la réalité physique provient d'une caractéristique quasi unique qu'elle possède, une sphère quantique. Cet état si particulier, si rare, n'est détenu que par une poignée d'individus dans le monde, dont les nobles. Le fait qu'elle ait le fameux rôle, mécaniquement, au niveau du jeu, elle a le rôle de hacker, ce qui fait qu'elle a obligatoirement une sphère quantique qui est pleine, qu'elle n'a pas été pulvérisée lors du crash quantique, qui la rend très particulière. C'est quelque chose qui est central dans sa conception, dans la conception de son soi, dans le fait qu'elle puisse se projeter dans l'onde, qu'elle puisse se désincarner, qu'elle rentre et qu'elle se déplace dans l'onde très facilement, qu'elle plonge profondément dans l'onde, qu'elle peut atteindre des couches très lointaines au niveau de l'onde et que en fait elle puisse communiquer avec des objets uniquement parce que sa sphère quantique qui est une espèce d'entité qui flotte, qui entoure son noyau, qui entoure le plasma,
va rentrer en contact avec des objets, avec des individus, et automatiquement il y a un contact qui se fait. Et elle n'a pas besoin de connectique pour ça. Et ça la rend très particulière parce qu'en fait il y a très peu de hackers dans le monde. Potentiellement on peut considérer que c'est une poignée d'individus. Et puis il y a certaines IA, il y a les nobles et certains objets prototech qui ont aussi des sphères quantiques. Mais c'est des sphères quantiques qui sont un peu différentes. Donc, on a déjà parlé de la relation qu'elle peut avoir avec le calife Bachir parce que c'est une sphère quantique qui est très proche de la sienne, sauf que la sienne est extrêmement détériorée. Les liens qui relient le centre de sa sphère vers les extérieurs sont très tenus, très faibles. Il y en a peu, beaucoup ont été détruits lors du crash quantique, mais dans tous les cas, sa sphère quantique est pleine et entière, alors que celle des autres personnages est potentiellement à reconstruire. Il ne reste plus rien de la surface de la sphère quantique des autres personnages, et il ne leur reste que 1 ou 2 liens qui ne mènent qu'à des fragments de sphère quantique. Donc, cette sphère quantique, qu'elle ne comprend pas, pourrait la rendre quasiment immortelle et indépendante du véhicule physique qu'elle traîne. Elle pourrait, d'après elle, projeter sa sphère quantique dans l'onde et, pourquoi pas, se réintégrer dans une autre être vivant. Ce sont que des hypothèses, évidemment. Donc, cette notion-là, elle est réservée, on va dire, aux meneurs. Cette notion-là, effectivement, est tout à fait logique. C'est-à-dire qu'en fait, le corps est un composé de plasma. Le plasma, c'est un certain nombre de particules prototech qui vont permettre de simuler la vie et qui vont stocker des informations, de la conscience, une âme, un esprit, bref. Et donc, il est fort possible, en fait, qu'elle puisse en fait s'en détacher, puisque elle, son âme, son esprit, en fait, est dans sa sphère quantique. C'est juste que l'ensemble des liens qui relient le plasma et les sphères quantiques sont pas parfaits. Mais elle pourrait tout à fait, effectivement, vivre sans corps et vivre dans l'onde. Par contre, au fur et à mesure, elle sombrerait petit à petit dans l'onde de plus en plus profonde, et l'onde profonde, en fait, génère des espèces de mouvements qui vont broyer la sphère quantique pour la dissoudre et l'envoyer dans l'oubli. Voilà, donc c'est des mécaniques qui, en fait, tant qu'elle n'est pas complète, ne lui permettraient pas réellement de vivre dans l'onde et d'être totalement désincarné. Par contre, tenter de posséder un être vivant, c'est des choses qui sont expérimentables, mais c'est des choses qui sont expérimentables à très court terme et qui peuvent laisser des séquelles. On va s'intéresser à la feuille de personnage, l'intérieur de la feuille de personnage d'Aeryn. Aeryn, on fait un focus sur ses caractéristiques, donc on voit en fait sa répartition d'âme. C'est une répartition qui est donc déséquilibrée, qui est différente de celle du Nid. C'est-à-dire qu'en fait on a un corpus d'âme qui est de type 5, 4, 4, 3, 3 et 2. Donc ça c'est le deuxième type de répartition. Donc si vous souhaitez créer votre propre personnage, vous avez donc le choix entre le 4, 4, 4, 3, 3, 3 et le 5, 4, 4, 3, 3 et 2. Donc là on peut voir immédiatement que Aeryn est totalement orientée vers le mental, avec une très forte caractéristique, une très forte âme créative qui va permettre en fait au joueur de mettre en avant justement sa créativité et donc d'avoir au minimum 5 dés quand il décrit quelque chose et qu'il essaye de gérer une situation de manière créative, et donc en faisant appel à ses compétences, à son histoire, aux environnements qu'il a autour de lui, etc., etc. Là, en fait, on part du principe que ça peut être créatif. Donc, en tant que meneur, vous pouvez lui proposer cette âme. Voilà. Évidemment, elle a une bonne connaissance, une très bonne connaissance des choses. Donc, elle a 4 dés qui vont lui permettre de résoudre des situations. Et on lui a mis, en fait, 4 dés en dynamisme parce qu'en fait, elle peut de façon très spontanée, réagir, surréagir mentalement, physiquement à un certain nombre de choses, donc on considère qu'elle est extrêmement, extrêmement dynamique.
Voilà. Sa faiblesse, c'est son autorité, donc ça rejoint le fait que Aeryn a un problème de communication, qu'elle est asociale et qu'elle préfère rester éloignée de la communication verbale ou physique avec les gens qui l'entourent. On a déjà parlé, parce qu'Aeryn est un petit peu spécifique, on va parler un petit peu de son archétype. Donc elle est archéo-hacker. Archéo-hacker, c'est donc la capacité qu'un individu a à s'intéresser à, d'une part, les systèmes, comment les détourner, comment obtenir des informations qui sont protégées, comment manipuler les données, manipuler les équipements et les devices pour les rendre non fonctionnels, comprendre leur fonctionnement, comment comprendre aussi la mécanique de protection. Et le terme archéo fait référence en fait aussi à cette notion de maîtrise des technologies, enfin maîtrise, bonne connaissance des technologies prototech. Voilà. Donc grâce à cet archétype, en fait, elle peut interférer, comprendre des notions qui sont liées à l'onde, des notions qui sont liées aux technologies qui ont été développées, la néotech, à l'archéo, donc à la prototech, et donc elle peut s'infiltrer, hacker un système, faire dysfonctionner un système, protéger un système. Voilà. Donc c'est ça en fait être un archéo-hacker. Elle a comme spécialité ingénieur quantique et sémanticien, on en a déjà parlé, et elle a comme autre spécialité archéo nanosciences ou nano-électrosciences. Voilà, donc c'est la même chose, on l'a décrit précédemment. Donc je vous rappelle, d'un point de vue mécanique, l'archétype dans son ensemble, tout le bloc archétype dans son ensemble va donner un dé supplémentaire si la situation le permet et est conforme à ce que décrit le joueur. Et les spécialités vont permettre d'avoir un bonus, pouvoir réduire le résultat d'un dé de 1. Voilà pour la partie âme et pour la partie archétype. On lui a mis une petite familiarité, arme légère, fusil, parce que quand elle est à l'extérieur, elle ne se sent pas suffisamment à l'aise. Elle a une arme qu'elle peut étendre. C'est un espèce d'arme courte, légère, qui peut devenir une espèce de fusil qu'elle a l'habitude de prendre et que potentiellement elle peut contrôler aussi à distance. D'accord ? Vu sa nature. Le bloc des paradigmes et de la nature profonde. Donc je rappelle mécaniquement, les paradigmes vont intervenir au moment où le joueur, la joueuse va décider en fait de plier la réalité à sa volonté. À ce moment-là, si son action correspond à un des paradigmes, elle va pouvoir prendre un des paradigmes, cocher la case, et le rang du paradigme va venir remplacer le seuil, ce qui va lui accentuer, qui va lui donner plus de possibilités de réussite. Et ça se fait a posteriori. Donc au niveau de ces paradigmes, on a humanité à 3, punk à 3, donc même si c'est une hackeuse, elle n'a pas nécessairement en fait cette espèce de volonté d'être une kickass. Voilà, elle est très en retrait et elle préfère mettre en avant évidemment la partie technologique, cyber, et surtout la partie virtuelle, puisqu'elle est extrêmement à l'aise dans ces environnements-là. Au niveau de sa nature profonde, elle est contemplateur, donc en fait elle veut comprendre, donc elle observe et son objectif c'est de comprendre ce qu'elle voit et de comprendre son environnement, de pouvoir en fait un peu se transcender et d'approfondir sa connaissance personnelle d'elle-même et de ce qui l'entoure. C'est ça qui correspond en fait à la nature profonde. En tant que traits spécifiques sur lesquels on peut se focaliser, on a comprendre, déduire, modifier. Donc c'est comprendre l'environnement, comprendre la technologie, déduire les systèmes de défense, déduire les méthodologies pour hacker des systèmes, ou la logique sous-tendue par les algorithmes ou les intelligences artificielles. Et modifier, c'est sa capacité naturelle en fait à hacker, à transformer les systèmes. Donc vous pouvez faire référence à ces traits pour avoir un succès supplémentaire si la situation ou l'action entreprise s'y prête.
Au niveau symbiose, en fait, elle a une symbiose avec l'onde. Donc, potentiellement, si vous le souhaitez et si le meneur vous l'autorise, vous avez la possibilité de faire appel à cette symbiose pour dire que en fait, vous êtes dans l'onde, donc vous êtes potentiellement favorisé. Le meneur a le droit de refuser et potentiellement de vous faire, entre guillemets, barrer cette symbiose une fois que vous l'avez utilisée, quitte à ce que la session d'après, vous puissiez l'effacer et pouvoir la réutiliser à nouveau. On va faire un petit focus sur ces ressources. Donc au niveau des ressources, on l'a rappelé sur la partie UNID. À chaque fois que vous allez générer avec vos dés des succès, ces succès en fait sont des unités narratives qui vont vous permettre de poser des questions, d'obtenir des informations, etc. Et le meneur peut aussi dire qu'une scène a un objectif en points d'intensité. À partir de ce moment-là, en fait, pour réduire ces points d'intensité à 0, ce qui permet d'atteindre l'objectif, il faut en fait débloquer des ressources. Et donc les unités narratives vont venir et débloquer des ressources ou générer des points d'intensité. Donc, d'où le bloc de ressources qui se trouve en dessous. Donc, nous avons une colonne équipement, nous avons une colonne capacité et nous avons une colonne qui contient singularité et contact, comme décrit du côté du NID. Je ne reviens pas sur la description au niveau des équipements, donc c'est vous souhaitez inventer un équipement lors d'une scène. Bref, à ce moment-là, vous allez griller un point d'équipement et automatiquement, vous avez l'objet ou vous avez la techno pour ça. Concernant les équipements qui sont importants, essentiels pour Irene, elle a toujours sa console autonome haute connexion. C'est une espèce de console, elle n'en connaît pas vraiment l'origine, elle l'a toujours eue. Elle n'est pas nécessairement très grande, elle est toujours dans sa sacoche. Et elle a des capacités qui lui permettent en fait d'accentuer complètement en fait sa sphère quantique. Elle est en symbiose avec sa sphère quantique et elle lui permet de se contrôler très facilement et très aisément. Ensuite, nous avons ce fameux fusil, le fusil sniper, qui est très court. Il peut être utilisé avec une ou deux mains et elle pourrait le contrôler aussi à distance. On a un gilet d'obfuscation. On le voit en fait dans sa tenue. Ce gilet, vous pouvez l'utiliser pour vous dissimuler. Il peut changer de forme, vous aider à vous protéger, à réduire les dégâts. À peut-être disparaître alors qu'il y a une conversation très gênante. Bref, c'est à vous d'imaginer tout ça. Elle a une carte multi-ID, c'est une carte qui va lui permettre en fait de, sans trop de difficultés, sans nécessairement se connecter à l'onde, pouvoir bypasser et rentrer dans des réseaux tels que le réseau du Chaos Network ou dans tout autre réseau. Et c'est pareil, c'est un équipement que vous pouvez utiliser, qui peut être dans l'onde ou qui peut être dans le monde réel et qui peut être utilisé dans différents scénarios. C'est véritablement à vous de choisir et de le narrer, de l'interpréter. Ensuite, on a une corde auto-guidée. Cette corde, en fait, elle est soit dans sa ceinture, elle est quelque part. Elle peut lui servir pour monter un mur, pour traverser un espace. Bref, à vous de l'utiliser. Il y en a même certains qui l'ont utilisé pour entourer un adversaire, pour le bloquer, ce genre de choses. Donc c'est pareil, c'est de la néotech, et donc elle en a le contrôle, elle peut le faire uniquement entre guillemets par la pensée. À chaque fois à côté, il y a la valeur de l'objet en points d'intensité. Voilà. Et pour finir, elle a une boîte à outils donc, qui lui permet de bidouiller des choses. Voilà. Donc c'est vraiment en fait des équipements qui sont majeurs pour elle, qu'elle utilise régulièrement, mais vous voyez que l'impact sur le monde est assez mineur au niveau de la boîte à outils. Vous êtes libre de faire des modifications sur votre personnage. Vous pouvez, en tant que meneur, proposer aux joueurs de redistribuer ces valeurs en points. Tout simplement. Nous avons les capacités d'Irene. Donc, je reviens très rapidement sur l'usage des capacités. Donc, on a le titre d'une capacité, on a son type et on a un petit descriptif très général. Et on a les caractéristiques de chacune des capacités. La première valeur, c'est le nombre de dés qu'elle peut apporter. Donc si je consomme un point de karma, en fait, je vais pouvoir ajouter un dé parce que j'utilise ma capacité interface neurale. Le 5, le deuxième chiffre après le pipe,
c'est la valeur en points d'intensité, que je peux débloquer soit avec un point de karma, soit avec une unité de narration. Donc l'interface neurale, c'est de la nanotechnologie, en fait c'est sa capacité via l'onde et via des nanoparticules de prendre contact à distance et de se connecter à n'importe quel équipement. Son sens quantique, c'est une capacité quantique. Si ça, c'est lié à sa sphère quantique, elle peut percevoir l'état quantique des choses et des gens. Donc je rappelle que les gens, donc ça c'est pour les meneurs, je rappelle que les personnes sont constituées de plasma et que ce plasma a cette fameuse facilité, particularité d'être composé de composés nanotechnologiques. Comme dit précédemment, cette fonctionnalité, cette capacité est purement quantique, elle est liée à sa sphère quantique et lui permet en fait de se connecter par exemple au plasma, de ressentir le plasma et potentiellement pouvoir agir dessus. Donc évidemment, pour les meneurs, faites bien attention sur cette capacité, ne pas nécessairement en fait permettre au personnage d'Aeryn de faire trop de choses, c'est quelque chose qu'elle est en train de découvrir. D'autre part, cette capacité n'a aucun fonctionnement, n'a aucune utilité contre les Morlocks. Les Morlocks sont des êtres biologiques, et donc elle ne peut pas percevoir quoi que ce soit sur eux. Ils sont quasiment invisibles pour elle, puisqu'ils n'ont pas de rémanence non plus dans l'onde. Voilà. Ensuite, nous allons nous concentrer sur sa singularité sensible. Cette sensibilité est liée principalement en fait à cette capacité de ressentir l'intelligence liée à l'onde, l'intelligence liée à la prototech, l'intelligence liée à la sémantique du langage primordial, permet de faire fonctionner les choses. Le personnage, le joueur pourront utiliser cette notion de sensibilité quand ils sont en relation avec des êtres humains, pas des Morlocks, et des équipements, pour ressentir et mieux manipuler, contrôler ces équipements. Ensuite, on a un encadré contact et finance, donc on a le Chaos Network et l'IDAE Hero comme contact. Donc ce sera pareil, ce sera à chacun des joueurs, des joueuses de les utiliser à bon escient, et donc ils sont débloqués en permanence par un point de karma. Soit vous pouvez les débloquer via des unités narratives qui vont vous permettre, quand ils sont bien expliqués, de justifier l'utilisation des contacts ou des finances. On va se concentrer maintenant sur la partie narrative de la feuille de personnage. Concernant Aeryn. Donc, Aeryn a une double nationalité, Alpha Solarium, qu'elle peut montrer l'une ou l'autre, c'est tout à fait possible. Évidemment, au cours du jeu, elle pourra vendre sa nationalité si vous le souhaitez, si le joueur ou la joueuse le veut. Au niveau de contrat ADM, on en a parlé avec Unid, chaque individu lors du premier Reborn a eu un contrat ADM. Elle n'en a pas, c'est lié à son rôle de hacker. Donc le rôle de hacker est différent de l'archétype archéo-hacker. L'archéo-hacker, c'est un archétype, c'est un métier, c'est une fonctionnalité qu'elle a au sein de la société. Ce sont des processus mémoriels et des compétences. Le rôle de hacker, c'est quelque chose c'est un méta. Et donc, elle n'a pas de contrat. Donc, elle n'est pas fichée au sein de l'administration générale. Elle n'a pas de petit dossier à son nom. Évidemment, les gens savent qu'il y a une dénommée Aeryn, que potentiellement elle peut être recherchée par des organisations, par des branches de MU. Mais dans tous les cas, en fait, en permanence, on part du principe que quand il y a une vérification d'identité, ça peut faire monter le stress un petit peu pour le personnage, et c'est quasiment automatique. C'est-à-dire accepter en permanence en tant que meneur le fait que le personnage, que Aeryn et que le joueur vont créer un faux ID ADM pour passer à peu près n'importe où. Il semble qu'à 125 jours, elle ait subi un rebuild. On ne revient pas sur la notion de rebuild sur la partie de cette feuille de personnage. Je rappelle juste que, en fait, là, on parle véritablement d'un rebuild total du corps, pas uniquement en fait une petite réparation, une régénération d'une partie du corps.
Au niveau des traits particuliers que vous pouvez mettre en avant, partie du principe que par défaut, en fait, Aeryn est invisible. Elle est extrêmement banale, elle est passe-partout, elle est juste transparente. Donc potentiellement, c'est des traits particuliers que vous pouvez utiliser via un point de karma pour en fait passer une scène ou mettre en avant ou justement mettre en retrait votre personnage. Donc pareil, date de conception inconnue, c'est une période passée au niveau de la période de ce qu'on appelle le Reborn. Et pour l'instant, on n'a pas plus de détails. Ce sera à développer. Comme tous les autres personnages de l'Entente, comme tous les personnages joués par des joueurs et des joueuses, en fait, elle a des souvenirs quantiques. Ces souvenirs quantiques, c'est des espèces de brides mémorielles qui sont attachées à sa sphère quantique et qui ne sont pas extrêmement précis et qui reviennent très régulièrement, qui sont là comme une espèce d'éléments un petit peu récurrents, oniriques et un peu cauchemardesques. Donc, comme tous les autres personnages, elle a 3 souvenirs quantiques, 3 brides mémorielles, et qui sont essentiels. C'est son lien vers ce qu'elle était ou ce qu'il était avant le crash quantique. Le fait de perdre ses souvenirs quantiques fera que le personnage va devenir un mouton comme les autres membres de la population. Donc c'est véritablement quelque chose, une véritable attache. Sans ces souvenirs quantiques, sans ces brides mémorielles, elle ne peut pas se reconstruire. Donc je vous laisserai les lire, vous verrez que en fait, quand vous êtes dans des situations qui sont très proches, vous pouvez y faire référence, et à ce moment-là, vous pouvez faire un aparté, soit en jeu, soit hors jeu, où vous allez peut-être roleplayer certains éléments et compléter les phrases pour accentuer la connaissance de votre passé. Et il pourrait y avoir des événements qui font que vous allez perdre vos souvenirs quantiques, et pour l'instant est en train d'être étudié, mais par exemple, le meneur pourra vous dire, tiens, sur ta dernière phrase, je tire, elle est à 400 mètres derrière un mur, et 2 parois de plexiglas, son crâne explose. Le meneur peut vous dire, en fait, efface-moi 2 mots. Donc il faudra les barrer, ce qui fait qu'en fait, vous allez perdre petit à petit la référence de votre ancienne vie. Donc cette mécanique-là va être beaucoup plus développée dans le livre de base, évidemment. Pour finir, on a les informations générales. Donc Aeryn, on part du principe qu'elle a le rôle de hacker, donc logiquement elle peut se dissocier de son corps. Donc elle n'a pas nécessairement de clone de réserve. Donc évidemment, le fait d'avoir un clone est un énorme avantage. Un personnage qui va être créé dans Imperium 5, qui ne sera pas un pré-tiré, n'aura pas ce clone-là, et il pourra acquérir le clone via différentes connaissances, relations en jeu plus tard. Dans le cadre des pré-tirés, en fait, par défaut, on va inclure les clones pour voir si la mécanique est intéressante et si vous l'utilisez, etc., etc. Donc dans le cas d'Aeryn, elle n'a pas besoin de clone, du moins tant qu'elle est plongée dans l'onde. Donc effectivement, plus elle est plongée dans l'onde, plus elle peut descendre dans l'onde profonde, et plus elle descend dans l'onde profonde, et plus elle peut être broyée et perdre sa consistance et être dissoute dans l'onde. Donc elle pourrait rester un certain moment, et donc à partir de là, elle peut relancer un processus de rebuild et reprogrammer en fait des particules, voilà, ou potentiellement lancer un processus de clonage, voilà, pour reprendre et récupérer un corps. Donc ça, pour l'instant, c'est pas du tout développé dans le kit, et on l'introduira dans le rôle de hacker dans le livre de base. Mais partie du principe que Aeryn, logiquement, n'aurait pas besoin de clone dans le cadre des différentes aventures que vous allez pouvoir découvrir durant les 6-8 prochains mois. Feuille de personnage d'Aeryn, vous allez avoir en fait ce qu'on appelle des équipements secondaires. C'est des équipements que le meneur pourra vous enlever. Donc c'est une partie de la feuille de personnage qui pourra fluctuer énormément. Ça n'a rien à voir avec les équipements principaux qui sont sur l'autre partie de la feuille de personnage, qui eux en fait ne peuvent pas être enlevés par le meneur. Ou soustrait définitivement, à moins que le meneur ne vous fournisse autant de points de karma que la valeur de l'équipement et que vous acceptiez cet échange. Donc elle a un certain nombre d'équipements qu'elle utilise en permanence. On a
des contacts. Donc c'est des contacts qui sont repris et qui sont mis en avant et qui sont quantifiés dans l'autre partie de la feuille de personnage. Et elle a potentiellement une croyance, une foi, ou c'est une foi, une philosophie qu'elle s'est elle-même construite, une espèce de conscience quantique. C'est à vous de développer, de voir en fait si c'est un mouvement philosophique, si c'est une branche, une réflexion qui est faite par le Chaos Network, et c'est pour ça qu'elle adhère au Chaos Network, c'est que peut-être que cette foi, cette croyance de la conscience quantique est présente, et donc potentiellement elle appelle peut-être pas sa sphère quantique une sphère quantique, mais peut-être une conscience quantique. Ce qui la rend beaucoup plus spirituelle, plus humaine. Voilà. On a fait un petit tour de notre chère Aeryn. Petite précision, la notion de corps pour Aeryn est véritablement secondaire. Donc elle peut tout à fait utiliser des composés chimiques, nanotech de Zuma. Elle peut utiliser de la basse technologie de rebuild pour changer de sexe, potentiellement devenir asexuée, etc., etc. Donc la notion de sexe concernant Aeryn est très fluctuante, très volatile. Et voilà, elle est potentiellement très détachée de son côté physique, de son apparence physique et de ce qu'est le physique, donc de ce qu'est le plasma. Elle est plutôt orientée vers l'onde.